Le Vought F-4U Corsair s'est forgé une réputation que peu d'appareils pouvaient égaler, tant pour son efficacité au combat que pour sa fâcheuse tendance à tuer ses propres pilotes. Il était resté en production pendant plus d'une décennie, 11 ans pour être exact, ce qui est le plus long que n'importe quel autre chasseur américain de son époque. Et c'était en réalité le dernier chasseur à moteur à piston jamais construit pour les forces américaines. Mais l'histoire du Corsair est tumultueuse, intense et sombre. Bien que son utilisation principale se situe pendant la Seconde Guerre mondiale, des années plus tard, l'un de ces vieux Corsaires allait accomplir quelque chose durant la guerre de Corée qui défiait toute logique, laissant derrière lui une dernière histoire à raconter. Son déploiement au combat commença en 1943, et d'emblée, le Corsair donna aux pilotes alliés un avantage décisif. Il était rapide, robuste, lourdement armé et suffisamment polyvalent pour gérer à la fois les combats aériens et les missions d'attaque au sol. Dans les dernières années de la Seconde Guerre mondiale, cet appareil avait accumulé un ratio de victoires 11 contre 1, mais cela ne vint pas sans sa part d'horreur et de problèmes. Alors revenons là où tout a commencé. Début 1938, avec un autre conflit mondial qui se profilait, le bureau de l'aéronautique de la marine américaine commença à demander des propositions pour un nouvel appareil de chasse. Ils étaient ouverts aux conceptions monomoteurs comme bimoteurs. L'une des entreprises qui répondit était Vought. Leurs ingénieurs centrèrent leur nouveau concept autour du puissant moteur radial Pratt et Whitney Double Wasp. Pour tirer le meilleur parti de la puissance de ce moteur, Vought choisit de l'associer à une énorme hélice hydraulique Hamilton standard. Mais cela apporta ses propres problèmes de conception. Cette hélice était si grande qu'il devint difficile de donner au train d'atterrissage suffisamment de garde au sol sans rendre les jambes déraisonnablement longues et fragiles. Alors pour résoudre cela, Vought introduisit une solution radicale, une aile en W inversée. Cette forme d'aile unique résolut le problème de dégagement et permit un train d'atterrissage plus court et plus robuste. Mais elle fit plus que ça. Elle donna également à l'appareil un profil aérodynamique plus propre. Les concepteurs prirent soin de garder la cellule aussi profilée que possible, réduisant la traînée partout où ils le pouvaient. Les entrées d'air pour le refroidisseur intermédiaire et le refroidisseur d'air furent intelligemment intégrés dans l'aile elle-même. Cela lui donna un son qui serait mémorisé. À haute vitesse, le Corsair émettait un hurlement perçant qui lui valut le surnom de mort sifflante, soit par les pilotes japonais, soit par les pilotes américains, selon qui vous interrogez. Le pilote était assis dans un cockpit spacieux, positionné juste derrière le bord de fuite des ailes. Cependant, la visibilité n'était pas excellente. Le capot autour du moteur était volumineux, ce qui limitait la vue vers l'avant plus que la plupart des autres chasseurs monoplaces de l'époque. La visibilité latérale était moyenne au mieux, et la verrière était lourdement encadrée. Les surfaces de queue étaient arrondies, et les surfaces de commande étaient encore recouvertes de tissu. Même avec ces compromis, la marine aima ce qu'elle vit. En juin 1938, elle attribua à Vought un contrat pour construire un prototype. Le premier prototype décolla le 29 mai 1940. Quelques mois plus tard, en octobre, il atteignit une vitesse de pointe de 650 km/h, faisant de lui le premier chasseur américain à franchir la barrière des 640 km/h en vol en palier. Mais bien que le Corsair performa bien lors des tests de vitesse, un problème sérieux persista qui allait coûter la vie à de nombreux pilotes. Il était sujet au décrochage à basse vitesse. Pire encore, la configuration en aile en W inversée signifiait que les décrochages pouvaient se produire de manière asymétrique. Selon les conditions, un seul côté pouvait décrocher, provoquant un tonneau imprévu de l'appareil, rendant la récupération quasi impossible. Pour améliorer cela, les ingénieurs installèrent un petit déflecteur sur le bord d'attaque de l'aile pour réguler le flux d'air et ajoutèrent un nouveau système d'avertissement de décrochage. En même temps, des changements étaient apportés à l'armement. Alors que la guerre s'intensifiait en Europe, la marine changea ses priorités et demanda une puissance de feu accrue. Vought répondit en équipant le Corsair de 6 mitrailleuses de calibre 12,7 mm montées dans les ailes. Mais pour faire de la place, les réservoirs de carburant d'aile durent être retirés. Cela signifiait agrandir le réservoir du fuselage et déplacer le cockpit de près d'1 mètre vers l'arrière. Cette relocalisation, combinée avec le nez déjà long, rendit la visibilité lors de l'appontage sur porte-avions et dans les futurs combats tournoyants encore pire, ce qui était particulièrement dangereux pour les pilotes moins expérimentés.
Quand nous disons dangereux, nous voulons dire que pas mal de pilotes heurtèrent le pont du porte-avions ou le dépassèrent et tombèrent dans l'eau ou même décrochèrent et se retournèrent juste au moment où ils approchèrent le porte-avions. Pourtant, la plupart, mais pas tous les problèmes de conception critique avaient été résolus en 1942 et le Corsair fut approuvé pour la production. Le problème de visibilité cependant resta le même. En septembre 1942, le Corsair subit ses essais de qualification sur porte-avions. Plusieurs problèmes apparurent immédiatement outre la mauvaise visibilité, comme des problèmes avec le train d'atterrissage, la roulette de queue et les systèmes de crosse d'appontage. Et puisque la marine mettait déjà le L4 en service, elle décida de retarder le déploiement complet du Corsair jusqu'à ce que ces problèmes soient réglés. Les Britanniques, d'autre part, étaient désespérés pour des chasseurs embarqués pour remplacer leurs pertes. Et ils trouvèrent en fait un moyen de faire fonctionner le Corsair sur leur porte-avions. Ils introduisirent une nouvelle approche pour l'atterrissage où le pilote tournait en rond et virait légèrement de côté lors de l'approche afin qu'il puisse mieux voir le porte-avions. Entre-temps, le corps des Marines intervint. Fin 1942, le Corsair était déployé dans les unités de Marines basées sur les îles du Pacifique Sud. Il commença à voler en mission de combat en grand nombre au-dessus des îles Salomon en 1943. Les pilotes des Marines l'adoptèrent rapidement. La vitesse et l'armement lourd du Corsair leur donnaient un avantage clair contre les Zero japonais, qui étaient plus manœuvrables à basse altitude et à vitesse réduite. Le Corsair avait un bien meilleur taux de montée et de piqué, alors ils utilisèrent des tactiques agressives de plongée et remontée pour déchirer les fragiles Zero. Ils ne souffraient pas d'appontage difficile et dangereux puisqu'ils opéraient depuis le sol. Donc, les pilotes développèrent rapidement une bonne connexion avec lui. Le nombre de victoires commença à monter rapidement et le Corsair se fit un nom entre les mains des Marines. Pour la marine, la situation n'avait pas l'air aussi bonne. Elle ne l'adopta officiellement qu'à la fin de 1943. Et ce n'est qu'en 1944 que le Corsair fut pleinement certifié pour les opérations sur porte-avions, apprenant des Britanniques comment rendre ses atterrissages plus sûrs. Mais une fois qu'ils rendirent possible son utilisation depuis les porte-avions sans tuer les pilotes, à partir de là, il vola côte à côte avec le L4, aidant à défendre les navires américains contre la menace croissante des kamikazes. En termes de performance pure, le Corsair était l'un des chasseurs à moteur à piston les plus capables jamais construits. Il était plus rapide que le L4 de la marine et seulement 21 km/h plus lent que le P-47 Thunderbolt. Mais il y avait une différence clé. Le Corsair pouvait atteindre sa vitesse maximale à 6000 mètres grâce à son moteur suralimenté mécaniquement. Le P-47 devait grimper à 9000 mètres pour faire la même chose. Les trois appareils utilisaient le même moteur, le Pratt et Whitney Double Wasp, mais le Corsair en tirait chaque once de performance. Bien que les pilotes américains et la presse aient largement affirmé que les Japonais avaient inventé ce terme infâme de mort sifflante par peur, la plupart des archives japonaises faisaient en réalité référence à l'appareil plus simplement, l'appelant le Secorus. Mais le Corsair n'était pas qu'un chasseur de mêlée dans le Pacifique. Il devint rapidement également l'un des chasseurs bombardiers les plus efficaces. Il pouvait transporter une lourde charge de bombes et de roquettes et il fournissait un appui aérien rapproché crucial aux troupes alliées alors qu'elles combattaient à travers les brutales campagnes insulaires du Pacifique. Les pilotes des Marines commencèrent à le pousser dans ce nouveau rôle, fournissant un appui aérien rapproché avec de lourdes munitions au débarquement amphibie. Et l'un des contributeurs les plus inattendus dans ce rôle fut Charles Lindbergh. Bien que célèbre pour avoir traversé l'Atlantique, Lindbergh avait rejoint l'effort de guerre en tant que conseiller technique civil. Mais il volerait également en mission de combat avec les unités de Marines dans le Pacifique et aida à prouver exactement combien le F-4U pouvait supporter. Il parvint à faire décoller un Corsair transportant 900 kg de bombes sur la ligne centrale et 450 kg supplémentaires sous chaque aile, ce qui était une charge incroyable pour un chasseur monomoteur. Il utilisa cette charge pour effectuer des bombardements sur les positions japonaises pendant la bataille des îles Marshall. En 1945, le Corsair effectuait des missions d'attaque au sol à plein temps, larguant des bombes explosives, des roquettes et même du napalm. Il devint une partie cruciale des campagnes pour Peleliu, Iwo Jima et Okinawa. Au moment où la guerre se termina, les Corsaires étaient crédités d'avoir abattu 2140 appareils japonais. En retour, ils n'en perdirent que 189 des leurs.
C'est un ratio de victoire de plus de 11 contre 1. Durant toute la guerre, les corsaires volèrent au plus de 64 000 sorties de combat, et seulement 15% de ces missions furent effectivement lancées depuis des porte-avions. Le reste provenait de bases terrestres. Le Corsair fut également utilisé par d'autres forces aériennes alliées et largua plus de 15 000 tonnes de bombes, ce qui représente environ 70% de toutes les munitions larguées par les avions de chasse américains. Mais lorsque la Seconde Guerre mondiale se termina, ce ne fut pas la fin du service du Corsair. Lorsque la guerre de Corée éclata en 1950, la majeure partie du monde avait déjà laissé derrière elle les chasseurs à hélices. Les avions à réaction avaient repris le contrôle des cieux et les avions à moteur à piston comme le Corsair étaient considérés comme des reliques du passé. Mais la Corée présentait un type de champ de bataille très différent. Le terrain était montagneux et les lignes de front bougeaient constamment. Donc le besoin de frappe précise à basse altitude restait critique. Dans cet environnement, les chasseurs à réaction à haute vitesse comme le F-86 Sabre volèrent souvent trop vite et trop haut pour être utiles pour l'appui aérien rapproché. Cela laissait un vide que le Corsair pouvait encore combler. Bien qu'il ne fût plus adapté au combat tournoyant contre des jets comme le nouveau MiG-15, il restait très efficace dans les rôles d'attaque au sol. Mais parfois l'exception confirmerait la règle. Le 10 septembre 1952, le capitaine des Marines Jesse G. Folmar pilotait un Corsair aux côtés de ses ailiers lors d'une mission pour soutenir des forces terrestres sous le feu. Pendant le vol, à leur horreur, ils repérèrent plusieurs MiG-15 approchant d'en haut, déjà en piqué pour attaquer et ouvrant le feu. Les deux pilotes larguèrent immédiatement leur réservoir de carburant externe et toutes les munitions restantes pour alléger leurs appareils. Puis, ils plongèrent dans des manœuvres d'évasion serrées alors que les MiG ouvrirent le feu. Un pilote de MiG commit une erreur fatale en essayant de surpasser le Corsair en virage à basse altitude. Le capitaine Folmar saisit l'occasion. Il fit pivoter son Corsair et ouvrit le feu avec ses 4 canons de 20 mm. Une rafale toucha le MiG qui commença à traîner de la fumée puis prit feu. Le pilote de MiG s'éjecta quelques instants avant que le jet ne s'écrase au sol. Quelques instants plus tard, 2 autres MiG plongèrent et ouvrirent le feu. Le Corsair de Folmar fut touché et abattu, mais il parvint à s'éjecter en toute sécurité. Il parachuta dans la mer et fut récupéré et secouru quelques minutes plus tard. La toute dernière fois que le F-4U vit le combat fut en 1969, pendant la brève mais intense guerre du football entre le Salvador et le Honduras. Dans ce conflit, le capitaine de l'armée de l'air hondurienne Fernando Soto pilotait un Vought F-4U Corsair et parvint à abattre un P-50 et un Mustang et 2 Corsair FG construits par Goodyear pilotés par le Salvador. Cette escarmouche finale marqua la fin d'une longue et célèbre carrière de combat. Pour la marine américaine, cependant, le service officiel du Corsair se termina après la Corée. Mais à ce moment-là, il était déjà entré dans l'histoire comme l'un des appareils les plus beaux, mais aussi les plus meurtriers, avec une guerre assez tumultueuse.